Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux, nombreuses. Mon nom est Denise Côté. Alors, il me fait grand plaisir de présenter Alexa Conradi, qui a assumé, comme vous le savez sans aucun doute, la présidence de Québec solidaire de 2006 à 2009, puis celle de la Fédération des femmes du Québec de 2009 à 2015. Elle est titulaire d'une maîtrise en communication portant sur la réconciliation avec les premiers peuples. Éprise de justice sociale, elle participe activement à la vie politique québécoise depuis 20 ans et est auteure du nouveau livre « Les angles morts, perspectives sur le Québec actuel ». Alors, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde, puis merci de l'accueil, puis merci de me permettre de venir discuter des enjeux entourant le livre avec vous ici en Outaouais. J'ai fait par exprès pour aller à la rencontre des gens dans des endroits où souvent on ne passe pas, c'est-à-dire Gaspé, Rimouski, Lévis, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, ici aussi à Gatineau. Je voulais absolument pas rester à Montréal. Pour les discussions, c'était important pour moi de dépasser un peu les frontières. Justement, le livre cherche à faire tomber des frontières entre les sujets d'actualité, les sujets de justice sociale que nous abordons dans la société québécoise et canadienne, parce qu'il y a des relents, c'est un peu dans plusieurs directions à la vie politique. On le divise en responsabilité politique, mais les enjeux traversent les frontières également. Donc, le livre aborde des éléments d'actualité depuis 10 ans, mais c'est drôle, juste depuis que je suis rentrée au Québec, c'est encore des éléments d'actualité. Hein? L'adoption du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse. Ensuite, le changement de mandat de la commission sur le racisme systémique ou la discrimination systémique et le racisme en valorisation de la diversité. Le mouvement extrêmement fort de moi aussi ou de MeToo sur la culture du viol et le harcèlement sexuel. Et mon livre traite de tout ce genre de questions. Donc, finalement, j'ai l'impression d'être bien tombé dans les nouvelles, mais on est aux prises avec des discussions qui reviennent énormément depuis 10 ans. Donc, ceci dit, j'ai été, en tant que présidente de la Fédération des femmes, au cœur de plusieurs des débats publics au Québec. Au cœur, dans le sens, la FFQ s'en est mêlée de ces débats. Et au cœur aussi, dans le sens, au cœur des tempêtes qui ont entouré plusieurs de ces débats-là. Et après, à la fin de mon mandat, j'étais passablement maganée, il faut le dire, mais aussi j'avais besoin de recul, puis de réflexion, un espace-temps pour être capable d'essayer de comprendre pourquoi nous nous sommes énervés à ce point que les discours haineux deviennent un peu une norme du débat public. Et donc, j'avais besoin de saisir un petit peu les enjeux, qu'est-ce qui était en questionnement et qu'est-ce qui se passe. Puis là, je fais, maintenant, les prochaines étapes de présentation. Je ne peux pas tout aborder du livre en 20 minutes, bien sûr, donc je choisis un angle, mais je peux vous dire que on passe par l'histoire de l'expérience coloniale du Québec et des personnes d'origine canadienne-française au sein du Québec, mais on passe aussi le rapport avec les peuples autochtones, on regarde des questions économiques sur le plan macro dans un contexte de mondialisation. Maintenant, j'embrasse large, mais toujours à travers des exemples bien concrets de la vie et de la réalité du quotidien, des débats et des mouvements sociaux et des sujets qui nous tiennent à cœur dans les mouvements sociaux au Québec. Donc, j'essaie de brasser large, mais intégrer aussi des réflexions. Donc, avec le temps que nous avons, ce que je pensais faire, c'est rapidement faire un peu le portrait de la manière dont des mouvements féministes ont fait des réflexions dites intersectionnelles dans les années 90. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire, même si on n'utilisait pas ces termes-là à cette époque-là, l'intersectionnalité, du moins dans le mouvement féministe francophone québécois. Mais où sont les défis aujourd'hui et en quoi ça a lien avec la montée de la droite ou l'extrême droite, la meute et compagnie, mais
en Europe et aux États-Unis, en fait, la prise de pouvoir ou bien l'entrée dans les parlements par l'extrême droite. Donc, ça, mais j'ai pas énormément de temps, donc les nuances et les subtilités que normalement je prendrais le temps de développer, j'aurais pas l'occasion de faire là. Dans le mouvement féministe québécois, il y a deux moments dans l'histoire où il y a eu des intersections entre des enjeux, mettons, de lutte contre le patriarcat, pour le dire grossièrement, juste d'un shot, avec d'autres analyses de rapports de pouvoir ou rapports d'oppression. On peut penser aux années 70 avec le Front de libération des femmes qui parlait de pas d'indépendance sans la libération des femmes, pas de libération des femmes sans libération nationale. Et ça, c'était une façon d'influencer le discours et l'analyse de qu'est-ce qui se passe dans la société. Puis, à cette époque-là, du moins chez plusieurs féministes qui étaient plutôt révolutionnaires dans leur façon de concevoir, elles étaient quand même plutôt marginales dans l'histoire en termes de nombre, mais elles étaient, mettons, leur influence a duré dans le temps. Et elles, donc, ont articulé une idée de l'oppression nationale et l'idée du féminisme et qu'elles devaient aller ensemble. Bon, ça, c'est un débat qu'on peut continuer à faire, bien sûr, si c'est nécessaire ou si c'est pertinent aujourd'hui, mais c'est une intersection qu'elles avaient nommée à cette époque-là, à un moment dans l'histoire du Québec où, en effet, les personnes d'origine canadienne-française au Québec étaient absolument sous la tutelle d'une oppression nationale. Ensuite, plus tard, le mouvement féministe est là, cette fois-ci, non pas, mettons, en marge du mouvement mainstream, mais des organisations du mainstream féministe, comme la Fédération des femmes, ont pris pris la question des analyses de classe et des éléments de lutte contre la pauvreté comme étant au cœur de son action. Donc là, on a fait un lien entre féminisme et pauvreté, ou féminisme et marginalisation économique des femmes. Et donc, on a pu faire une sorte de jonction entre classe et féminisme. Donc, il y a une longue histoire de mélanger, mettons, une analyse de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie concrète des personnes, des femmes dans ce cas-ci, et dire, il y a plusieurs systèmes de pouvoir à l'œuvre qui façonnent cette expérience-là. Mais les deux qui sont, mettons, en train de se faire, mais qui sont encore dans ses débuts, c'est le lien entre le colonialisme et le féminisme et le lien entre l'antiracisme et le féminisme. Et ça, ce n'est pas sans hasard, parce qu'on arrive à un moment qu'on pourrait qualifier de postcolonial au Québec, mais dans un contexte où, contrairement à d'autres pays qui ont connu, mettons, la fin d'une colonisation, nous sommes encore en plein dedans, à toutes sortes de points de vue. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu de résolution de l'avenir du peuple québécois comme tel. Et il n'y a pas de résolution claire dans aucune direction, ni un choix enthousiaste pour le fédéralisme canadien, ni un choix clair et enthousiaste pour la souveraineté du Québec. Et on reste dans une sorte d'entre-deux qui continue à influencer, mettons, le rapport des Québécois face à leur compréhension de la place qu'ils occupent dans le monde. Puis quand je parle des Québécois, je m'y inclus. Si je parle de Québécois d'origine canadienne-française, ce n'est pas... c'est une question pour différencier nos façons de parler de qui sont les Québécois, et puis il y en a toutes sortes de compositions, bien sûr. Donc là, il y a cette dimension-là qui n'est toujours pas réglée, mais en même temps, il y a deux autres demandes, d'une certaine façon, qui s'adressent aux Québécois, qui sont un défi dans ce contexte-là. Un, c'est évidemment les peuples autochtones qui habitent sur le territoire, qui en fait, c'est leur territoire que nous avons pris, et ces peuples autochtones-là sont en attente d'écoute et de réponse face à l'avenir. On a un avenir en commun, on a un passé problématique, rempli d'oppression, pour lesquels les Québécois et les Canadiens sont responsables et qu'on doit porter, mais on n'est pas coupable individuellement, mais on est responsable du devenir. Et les peuples autochtones sont donc dans une position de demander aux Québécois comme aux Canadiens, mais puisque c'est un peu une réflexion sur le Québec actuel, je le concentre là-dessus, qui donc doivent composer avec un passé qu'on a peu regardé dans l'histoire.
dans les mouvements sociaux du Québec, il y a eu très peu d'intérêt porté pendant de très nombreuses années pour la relation entre les peuples autochtones et les Québécois. On a regardé à des occasions la relation du fédéral avec les peuples autochtones, mais pas les institutions québécoises. Mais je dirais rapidement que la SQ, par exemple, la Sûreté du Québec, a participé activement, en fait, était responsable du massacre des chiens de traîneau en territoire inuit, à Nunavik, dans les années 50. Juste pour vous donner une idée que le Québec n'est pas en dehors de ces dynamiques qui lient. Mais le Québec n'est toujours pas super clair quant à son propre statut, et donc ça, c'est un défi majeur. Mais qui s'ajoute à ça, toutes les personnes qui ont migré au Québec, des pays qui ont connu le colonialisme anglais, français et, mettons, portugais, etc. Mais la majorité des migrants qui viennent au Québec sont choisis notamment parce qu'ils parlent français. Donc, ils ont connu surtout la colonisation française. Et donc, quand ils arrivent au Québec, ils parlent français, mais aussi reconnaissent certains de nos discours publics à travers l'expérience coloniale et voient dans nos propos politiques des relents de ce colonialisme français qui prend ses airs ici. Et ça nous place dans une situation compliquée. C'est la partie unique du contexte québécois d'avoir ces trois dimensions à traiter lorsqu'il s'agit de gérer les grands débats sociaux autour de la religion, autour du racisme, autour de la discrimination. Et ce qui est absolument fascinant à voir, mais aussi un grand défi pour nous collectivement, et notamment comme féministes, c'est que beaucoup des débats, donc, ont lieu finalement autour du corps des femmes, autour de la défense des droits des femmes, autour de la projection qu'on se fait de qu'est-ce que c'est une femme dans notre société occidentale. Je prends par exemple le rapport que nous entretenons collectivement avec le foulard et l'islam et les femmes musulmanes. Bien sûr, la plupart des projets de loi auxquels on a eu à, mettons, débattre ont traité quasiment exclusivement sur le port de foulard, soit intégral, de voile intégral, ou bien de foulard qui couvre juste la tête, pas le visage. Mais c'est donc devenu un grand débat public qui s'attache à la fois à nos idées de liberté, d'égalité, de justice, d'émancipation, une vision de la bonne vie. Tout ça prend lieu dans le corps, sur le territoire des femmes musulmanes qui n'ont pas en même temps tous les échos, n'ont pas toutes les opportunités pour parler au même titre, par force de normes, par force de préjugés, par force de pratiques, n'ont pas toutes les occasions de prendre la parole au même titre que tous les autres intervenants dans l'espace public qui définissent finalement qu'est-ce qui est le terrain du discutable, c'est quoi les cadres du débat public. Donc, il y a comme tout ça comme trame de fond qui rend nos discussions extrêmement compliquées. Mais là, par ailleurs, il y a l'histoire des femmes autochtones disparues, entre guillemets, et assassinées à travers le Canada, aussi au Québec, et qui aussi sont un signal, bien sûr, de la situation des femmes, mais aussi peut nous amener à réfléchir sur la dimension du projet colonial aujourd'hui au Québec et au Canada dans le développement économique des territoires. Et une des affaires qui caractérise l'histoire, comment je peux dire, quand il y a, mettons, agression ou meurtre soutenu de femmes, c'est très souvent dans le cas de conflits armés. Conflits armés, c'est une stratégie connue des armées d'aller, par exemple, violer des femmes pour mieux prendre possession d'un territoire, pour mieux contrôler des ressources, pour être capable de se défaire de la résistance d'une communauté. Bien, il y a des chercheurs autochtones qui ont l'impression qu'on assiste, le meurtre et la disparition des femmes autochtones est une façon de s'attaquer à l'autonomie
et à la résistance des communautés autochtones qui ne veulent pas voir le développement sur leur territoire. Donc, si je reviens à ce que je disais sur l'intersectionnalité, le grand défi de notre moment présent, c'est de lier nos luttes davantage et nos réflexions, nos analyses, en joignant ou en ajoutant des dimensions qui sont relativement nouveaux et qui nous rendent super inconfortables. Et c'est pourquoi je parle du contexte postcolonial dans lequel on se retrouve au Québec, parce que cette rencontre-là de plusieurs dimensions de rapports sociaux rend la discussion extrêmement difficile sur la responsabilité du Québec face à des grands phénomènes de racisme ou de colonialisme, d'où l'annulation de la commission sur le racisme. On a jugé que c'était trop sensible même d'en parler, ce qui est une horreur de ne pas vouloir aller là. Alors moi, ma stratégie, en fait, et on le fait notamment en disant, on le dit notamment en disant, la population est trop sensible, ça va créer des ressacs trop grands. Et on entend, mettons, dans les coulisses, ça va contribuer à la montée de la droite si on continue à pousser cette thématique-là. Alors, mon pari est tout le contraire, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nous avons collectivement, à grande échelle, mais aussi à petite échelle, à aller à la rencontre et de faire rencontrer ces questions-là féministes, qui sont toujours au cœur de l'actualité, notamment la culture du viol. Mais la question féministe dans la manière que les politiciens et certains médias utilisent le féminisme et le droit des femmes pour porter un discours plutôt excluant. Et aussi dans notre rapport construction de nouveaux rapports avec les peuples autochtones aussi. Donc, ça, c'est un peu comme précepte de base. Pourquoi je pense que ça peut faire une différence par rapport à la montée de la droite? C'est que ce que je découvre quand j'étais à Gaspé la semaine passée, les femmes que je rencontrais, les personnes que je rencontrais là-bas, avaient à peu près pas de contact avec, par exemple, les personnes musulmanes au Québec, à peu près aucun contact concret, et avaient leur liste. Puis je le dis sans méchanceté, sans jugement, mais avaient accumulé leur liste de craintes et d'opinions sur les musulmans au Québec grâce à ce qu'ils entendent sur les chaînes télévisuelles, par le Journal de Montréal et par le Journal de Québec et TVA et compagnie. Et ça leur donne une idée tout à fait faussée de la complexité d'un milieu qui contient à la fois des éléments conservateurs comme des éléments progressistes et des féministes musulmanes comme des féministes totalement prises dans de la violence conjugale, le contrôle familial. Il y a tout ça dans les communautés musulmanes, comme il y a tout ça dans les communautés, mettons, québécoises d'origine canadienne-française ou d'origine anglaise. Il y a tout ça dans les communautés musulmanes, mais elles ne connaissent pas ça. Elles n'ont pas contact avec ça. Et même des femmes, par exemple, qui sont actives dans le mouvement des femmes, donc, et c'est le cas aussi des hommes, deviennent sensibles à un discours de l'extrême droite parce qu'ils n'ont pas accès à quelque chose d'autre. Et les gens ne vont pas souvent d'eux-mêmes aller chercher une information contraire. Ce que James Baldwin, homme noir absolument extraordinaire des États-Unis, qui a réfléchi énormément sur le racisme, il dit, c'est pas la haine qui alimente tant le racisme, bien que ça peut être le cas, c'est la passivité de la population blanche, c'est la passivité d'une population blanche qui ne va pas aux informations et qui trouve confort dans son statut actuel donc n'a pas d'intérêt finalement à aller comprendre un phénomène qui leur paraît loin d'eux. Et mon invitation finalement dans le livre, c'est d'essayer de renverser cette passivité-là, à la fois au nom de la justice sociale pour les personnes qui vivent de l'exclusion et des injustices, mais aussi au nom de la lutte contre la montée de l'extrême droite, dans la mesure où
au Québec, on est en train de voir la construction de la meute. Bon, peut-être leur crise interne va faire que ça se dissolue, mais si c'est le cas, il va prendre une autre forme. L'extrême droite au Québec est en train de prendre une certaine organisation et ne pas rester uniquement aujourd'hui dans des groupuscules fascistes comme ça a été le cas par le passé. C'est en train de s'organiser. Puis lorsqu'on regarde les États-Unis et l'arrivée de Trump au pouvoir, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris 25 ans de travail de différentes organisations et de groupuscules qui se sont regroupés tranquillement et se sont organisés de manière à se doter du pouvoir. Et ils ont pu, au fil des années, influencer les institutions, au point de devenir, en fait, intégré même à l'intérieur du Parti républicain, puis que le Parti républicain devient la voix de l'expression de l'extrême droite américaine. C'est quand même quelque chose, mais ils ont pris du temps pour le faire. Au Québec, nous n'avons pas une extrême droite organisée au sein des parlements, mais on a quand même des éléments de partis politiques qui jouent sur les mêmes territoires que l'extrême droite en faisant de l'immigration, de la diversité et le racisme un sujet tabou, problématique ou bien un sujet qui alimente, mettons, des votes. Et on peut s'imaginer que le clivage puisse continuer à se grandir entre toutes sortes de personnes au Québec dans les prochaines années, ceux et celles qui voient la montée de la CAQ, la montée et de la meute avec un sentiment de grandes inquiétudes pour l'avenir, et même discours qui ont été alimentés par le Parti québécois autour de la Charte des valeurs et tous les débats identitaires. Donc ça, c'est inquiétant et peut prendre des formes problématiques et même dangereux pour notre capacité de cohabiter. L'affaire, c'est qu'ils nous disent très clairement, bien, chaque fois qu'on veut aborder des questions féministes et antiracistes, on contribue nous-mêmes à faire grandir la fossé entre les gens visés par ce discours-là. Et là, je me dis, on a besoin, dans ce contexte-là, de prendre un peu de recul, puis de ne pas laisser ça nous imprégner et prendre un peu une stratégie contraire. Dans le débat sur la Charte des valeurs, la FFQ, comme grande organisation, disons, dans l'espace public québécois, a été parmi les très rares organisations mainstream qui a pris une position, mettons, contre ce projet. Il y avait la Ligue des droits et libertés, il y avait la FFQ, et en termes d'organisation de la société civile, il n'y avait pas grand monde d'autres. Ça veut dire, et la raison, j'ai posé des questions, les groupes de base, les autres organisations, comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous entrez pas sur ce terrain-là? La plupart, c'est juste qu'ils n'ont pas pris de position. Hein? C'est pas qu'ils ont pris une position pour l'achat, c'est qu'ils n'ont juste pas voulu toucher à ça. Et la raison qu'ils ne voulaient pas toucher à ça, c'est qu'ils n'ont jamais eu de discussion ni sur la religion, ni sur le racisme dans leur rang. Ils n'ont aucun outil de pratique du quotidien dans leur milieu, le milieu étudiant, le milieu syndical, le milieu communautaire, le milieu populaire, les milieux de toutes sortes de collectifs. Il y en a très peu qui se sont dotés de moyens pour discuter, de comprendre en quoi ce phénomène-là pouvait être associé à du racisme anti-musulman. Et donc, les gens étaient totalement dépassés par les événements et voyaient très bien la furie qui entourait la discussion et voulaient ne pas toucher à ça. Donc, un exemple de passivité devant la montée de l'intolérance. Et je me dis, ça, c'est un vrai défi pour nous, les gens qui sont préoccupés par la justice sociale, par le féminisme, par comment on bâtit une communauté politique où on n'est pas divisé sur une base où le racisme fait, mettons, un crack entre nous de façon importante. Ça veut dire qu'on a besoin de travailler autrement. Donc, premier exemple, on a fait des luttes incroyables contre l'austérité au Québec depuis de nombreuses années maintenant. Pardon. On a
introduit une analyse féministe des impacts de l'austérité. On a pu regarder concrètement en quoi c'était une attaque aux conditions de travail des femmes, mais aussi un renforcement des responsabilités des femmes dans la sphère familiale par la perte de services publics. C'était une forme d'attaque à une dévalorisation des conditions de travail des femmes dans les secteurs traditionnels. Il y avait un appauvrissement des femmes qui accompagnent la question de l'austérité. Mais on a besoin aussi de regarder en quoi l'austérité fait partie d'une tendance mondiale qui fait que le capitalisme globalisé est de plus en plus brutal et les gouvernements sont participants de cette brutalité-là. Et on voit mondialement et ici une division sexuelle et raciale du travail qui émerge de façon de plus en plus évidente. On dit souvent que le salaire, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Les femmes gagnent à peu près 74% du salaire des hommes. Mais ça dit seulement une partie de l'histoire. Quand on regarde un petit peu plus près, les femmes noires gagnent à peu près 60 sous pour le dollar d'un homme blanc. Donc là, on voit que lorsqu'on regarde les avancées, mais là aussi où on stagne ou bien où il y a des reculs, on a besoin d'avoir un regard un petit peu plus fin dans nos travaux. Donc, les groupes qui travaillent contre la pauvreté, les groupes qui travaillent contre la pauvreté des femmes ne peuvent pas juste rester dans le discours général de lutte contre la pauvreté ou dans le discours général sur l'impact sur les femmes. On a besoin concrètement de regarder qui sont les femmes, c'est quoi leur statut, qu'est-ce qui les amène à connaître une plus grande écart entre les femmes et les hommes. Et ça nous aide à voir qu'il y a un système racial qu'on peut qualifier de raciste, mais c'est surtout un système qui crée une hiérarchie raciale. Il y a un système qui fait une hiérarchie liée au genre. Et donc, si on veut travailler pour enrayer ces problèmes-là, on a besoin d'aller creuser un petit peu plus loin. Et si on fait ce travail-là dans nos communautés, ici à Gatineau, si on fait un travail concret avec donc des femmes racisées qui sont touchées par cet écart salarial-là, mais on travaille aussi avec des femmes blanches qui ont un écart racial. Si on regarde aussi, les progrès ont été surtout faits par des femmes professionnelles, les femmes au bas de l'échelle, les secrétaires, les travailleuses du ménage. Ces femmes-là n'ont pas connu les gains des 30 dernières années du féminisme de la même manière que les professionnels et les femmes très scolarisées. On a besoin donc de voir ces femmes-là et si on arrivait à faire un travail en commun, si on faisait un travail réel sur les causes de l'exclusion, de la violence, de la pauvreté, on serait capable de tisser les liens à la fois concrets et politiques nécessaires pour combattre la montée de la droite, qui mise sur le fait qu'on soit relativement isolé. Alors, on sait que dans les grandes villes, la montée de la droite est moins présente, bien que réelle. Les crimes haineux à l'égard des personnes racisées à Montréal sont en augmentation. Donc, ce n'est pas que Montréal, parce que c'est très diversifié, qu'il n'y a pas de problème, mais dans un contexte de lieu où les gens n'ont pas une longue histoire de travailler ensemble et de changer d'analyse des problèmes, bien là, nous avons un gros défi pour la suite des choses. Et on peut continuer dans les exemples. En ce moment, on débat énormément de culture du viol au Québec. Il y a des personnes qui ont le courage de sortir et de parler. Et c'est absolument formidable que ces personnes le font. Je pense à Léa Clermont-Dion, qui a dénoncé Michel Venn, qui a été à la tête et même fondateur de l'Institut du Nouveau Monde. Je pense aux femmes qui ont dénoncé Gilbert Rozon. Je pense que c'est absolument extraordinaire et c'est important ce qu'elles font pour ébranler tout un milieu. Mais il y a énormément de femmes au Québec qui n'ont pas les conditions pour faire ces mêmes sorties-là. Toutes les travailleuses à statut précaire au Québec qui connaissent du harcèlement sexuel au travail, vous pouvez être sûr qu'elles vont pas faire des dénonciations à l'échelle publique, là. On peut imaginer que les personnes qui travaillent sur nos fermes
l'été, qui n'ont même pas un statut constant par rapport à leur capacité de résider au Canada à long terme, bien, quand il y a des agressions sexuelles qui se passent dans le contexte du travail là ou du harcèlement, on peut être pas mal sûr elles n'ont aucun recours. Donc, cette partie-là de la discussion n'est à peu près pas présente dans l'espace public et ça fait partie du défi que nous avons pour l'avenir, pour être capable de contrer justement ce qui est une injustice quand même majeure, bien sûr, mais aussi ce qui est une grande inquiétude. Si l'extrême droite prend des couleurs différentes dans chacun du temps et de l'histoire, puis au Québec, la Meute, par exemple, nous dit qu'il n'est pas raciste, ni homophobe, ni sexiste. C'est écrit dans leur mission, whatever. Puis, ils sont contre l'islamisation du Québec. Mais de penser qu'il y a actuellement une islamisation du Québec, pour moi, relève d'un regard raciste. Mais très souvent, comme on a vu aussi en France et dans d'autres pays, on utilise la défense des droits de nos femmes pour justifier une action raciste. Et la Meute fait ça. Et je voudrais tellement que nous soyons capables, dans les mouvements progressistes au Québec, chez les intellectuels, chez les mouvements féministes, de travailler à détricoter cette association-là, parce que d'une part, le pouvoir de l'extrême droite fait payer à la fois les queers, les femmes et les personnes racisées, mais aussi parce qu'on serait garant, en fait, d'un avenir beaucoup plus prometteur que ce qui est actuellement annoncé par le temps qui court. Je vais devoir arrêter là parce que le temps file à grande vitesse. J'ai fait ça aussi, mettons, en faisant très court sur un ensemble de sujets. La manière que j'ai cherché à l'aborder dans le livre, c'est vraiment à travers les histoires, les gens qui suivent les débats publics au Québec, les gens qui participent aux mouvements sociaux, les gens qui sont dans les domaines de recherche sur la discrimination, sur le féminisme, sur la politique, vont se retrouver partout dans ce livre-là. Puis j'espère qu'on pourrait l'utiliser d'une certaine façon comme façon de concrétiser des théories intersectionnelles féministes qui sont étudiées dans les départements universitaires, mais qui empruntent leurs sources de textes américains, textes français, et que là, il y a plein d'histoires ancrées dans la réalité d'ici qui met en rencontre les femmes autochtones avec le Québec, tous les types de défis que nous savons ici. Donc, merci d'être là, puis je suis ravie de prendre vos questions.